Cette vidéo contient du spoil. Je vous attends de me juger, c'était pour l'intro. Je ne dirai rien de plus, ne me faites pas chier. Vous savez quel point c'est difficile? Bon, je laisse avec la vidéo, moi je n'ai rien d'autre à foutre. Bye. Salut les otaku, l'hiver 2026 se termine en emportant avec lui cette œuvre magnifique qu'est Synthèse to be the Hero. Cet animé saisonnier de 12 épisodes est l'adaptation d'une série de light novel japonais écrit par Rocket Shokai, désolé pour l'accent, et illustré par Mephisto. Mais qu'est-ce que ça nous montre concrètement? Avant tout, si t'es nouveau sur la chaîne ou que t'as pas suivi les précédentes vidéos que j'ai fait sur cette œuvre, c'est pas grave, tu vas juste être condamné à devenir un héros comme notre protagoniste Zylo Forbat. Mais avant tout, petit contexte, ça c'est le royaume fédéré, royaume d'humains qui affronte depuis plusieurs siècles les forces du mal, donc les Féeries menées par les rois démons, qui ont, je précise, eux-mêmes leur propre roi. Il a 3 villes principales, une première capitale, une deuxième capitale et la forteresse de Galtuil. QG de l'ordre des chevaliers sacrés et de l'armée, c'est là-bas que sont émis les ordres de mission. Et tant qu'à parler de ça, faites venir le premier accusé. Et oui, notre protagoniste était en fait un chevalier sacré, et pas des moindres, vu que c'était le commandant du 5e ordre, lié à la 5e déesse du nom de Senerva. Et si on a encore parmi vous qui pensent que c'est pas très exceptionnel, petit cours d'histoire. Lors de la première guerre de soumission, c'est-à-dire humain contre roi démon, les déesses, autrement dit ces créatures mi-divinités, mi-armes dotées de pouvoirs tités, se lient par un contrat avec un humain qui devient leur chevalier. Et une fois tous les rois démons vaincus, les déesses peuvent repartir dormir et fin de l'histoire. Sauf que là, nous sommes à la 4e grande guerre de soumission et que des déesses, il n'y en a que 12. Chacune avec un pouvoir qui lui est propre. Et bah, devinez ce que notre protagoniste va faire avec cette déesse. Il va la tuer, commettant ainsi le crime le plus abject qu'un humain puisse commettre dans cet univers. Ça lui a valu la sentence du héros. Enfin, je veux dire, la version officielle. Car Zylo a été trahi, envoyé au combat pour secourir une unité qui n'était pas là, forcé de se battre en attendant des secours qui ne sont jamais venus. Son unité s'est complètement fait décimer, Senerva et lui restant les deux seuls survivants. Cependant, Senerva était à court d'énergie. Pour éviter qu'elle ne puisse tomber entre les mains du roi démon, qui était à l'époque le 11e fléau, Zylo eut dû la tuer. Sinon, un roi démon aurait pu posséder le pouvoir d'une déesse et là, ça aurait été la cata. Mais bon, là, personne ne l'a cru, vous vous en doutez bien. Petit point important quand même, retenez que Zylo a été mandaté par l'unité 7110, unité qui n'a jamais existé. Bizarre, non, comme histoire. Mais il décida alors de tuer tous les rois des mondes et de revenir se venger des responsables de la mort de Senerva. Et pour cela, il fut condamné au titre de héros. Et c'est lors d'une de ces missions que l'on découvre le deuxième personnage de l'unité des héros qui est Theorita. Je sais, vous allez me dire qu'on a connu Dota avant pour ceux qui ont suivi l'animé, mais en fait, selon l'ordre des informations qu'il nous apporte, Dota son passé nous est donné plus tard. Donc passons d'abord à Theorita, la 13e déesse, celle de l'épée. Elle n'était qu'un mythe, rarement on en parlait, mais elle est une réalité et la voici, déployant un pouvoir surhumain digne d'une déesse. Mais pour une déesse, faut quand même avouer qu'elle porte gravement la poisse. Bah oui. Après que Zylo ait réussi à tuer Senerva, les supérieurs de l'armée ont décidé de comprendre comment fonctionnait une déesse pour voir si l'on pouvait reproduire ce pouvoir. Preuve que l'on ne sait toujours pas comment est-ce qu'elles ont été fabriquées, même au moment où j'écris cette vidéo. Et c'est Theorita qui avait été jugée inutile car son pouvoir était juste de faire apparaître des épées qui devaient passer sous la table d'opération. Sans parler qu'il y a une bande d'hérétiques au sein du temple. Bref, c'est de la fantaisie. On est dans des histoires de chevaliers, donc des temples et des archevêques, ça existe. Dites-vous juste que les hérétiques du temple ne reconnaissent pas la 13e déesse et qu'ils veulent la buter. Des humains qui veulent buter une déesse. Heureusement que le chevalier de Theorita, c'est le protagoniste Zylo Forbat. Ancien commandant des chevaliers sacrés quand même, tu peux pas faire mieux comme garde du corps en ce moment. Ce qui est chelou dans cet animé, c'est que les déesses, quand elles ont sauvé le monde et qu'elles ont vaincu des rois démons, tout ce qu'elles demandent, c'est qu'on chante leur louange, qu'on les récompense et qu'on leur fasse des caresses sur la tête. Chelou l'auteur, hein. Mais bon, Theorita est quand même une déesse spéciale car elle détient l'épée sacrée de la destruction. Une arme capable de vaincre n'importe quel roi démon en un coup. Même si dans l'anime ça a été clairement montré comme une sorte de technique de scellage. Et elle aussi, comme Senerva, tant qu'elle tombe pas à court d'énergie, elle peut faire tomber une pluie d'épée. Elle est un archétype chelou du héros shonen qui veut toujours sauver la veuve et l'orphelin et se sauter au prix de sa propre vie dans les flammes du combat. Tout ça pour sauver des innocents et recevoir ses caresses. Aux côtés de Zylo qui lui connaît le prix d'une vie et a déjà vu ses hommes se faire massacrer plusieurs fois, il ne la laissera pas mourir une deuxième fois car il retrouve Senerva en Theorita. Bah, ils se ressemblent tous, vous verrez. Et ce duo forme la
l'avant-garde de l'unité des héros 9004. Messieurs, dames, faites place à sa majesté Norgal. Son crime? Oh, rien de spécial. Ce gars pense juste qu'il est le souverain du royaume fédéré. Donc littéralement le royaume pour lequel il les a tous condamnés. Il a juste tué des usurpateurs du trône par le passé, causant des milliers de morts. En gros, c'est un terroriste. Je sais que physiquement, il n'en a pas l'air avec sa petite taille et son comportement grincheux, mais Norgal est un expert en saut sacré. Et pour ceux qui ne savent toujours pas c'est quoi, c'est juste la deuxième arme de l'humanité contre les rois démons. Et Norgal, c'est pas n'importe qui. On nous le présente comme l'un des meilleurs experts en saut sacré de tout le royaume fédéré. C'est ce même expert qui dit que Xylo a en lui une immense quantité de lumière. Pour faire simple, c'est l'énergie qu'il y a dans chaque humain. Et pourtant, Xylo est décrit comme une personne qui en a en quantité anormalement grande, permettant d'avoir sur lui en permanence plusieurs sauts sacrés, plus iconiques étant le saut de la lumière et de la chaleur, ainsi que le saut de l'envol, le permettant de faire des bonds à plus de 15 à 20 mètres du sol. Les sauts sacrés peuvent aussi être utilisés sur des objets ou sur des surfaces pour créer des pièges d'explosion, des lances de foudre ou sur les iconiques lames de Xylo qui créent des explosions gigantesques à chaque fois qu'ils touchent leur cible. Mais bien sûr, ils peuvent aussi servir à protéger avec des barrières. Mentalement parlant, mis à part le fait que Norgal pense être quelqu'un d'autre qu'il n'est pas et que dans sa tête, Xylo c'est son maréchal, il est la définition même du souverain idéal. Il croit en ses sujets et est prêt à donner sa vie pour eux. Il ne les abandonne jamais, même si cela le considère comme un héros condamné. Malgré son tempérament autoritaire, c'est clairement un allié de confiance. Place au fou du bus, ou plutôt à la victime du isekai. Je veux bien sûr parler Tatsuya, notre préféré, enfin mon préféré. Alors, on n'a aucune indication sur son âge, mais il est juste le doyen du groupe. Héros bien avant Xylo, Norgal ou n'importe qui d'autre. Pourquoi? Car son crime, c'est juste s'être fait isekai. En effet, vous remarquerez que Tatsuya est le seul nom qui sonne plus ou moins japonais dans cette vidéo. Et c'est pas pour rien, car c'est la première déesse en personne qui l'a fait venir d'un autre monde au début de la guerre de soumission. Bon, c'est l'heure du deuxième cours d'histoire. Parmi les nombreuses compétences uniques et propres à chaque déesse, la première déesse a le pouvoir incroyable de faire venir des héros d'un autre monde. Mais ceux qui auront fait la remarque, c'est qu'avec Tatsuya, on n'arrive pas vraiment à communiquer. C'est pas un cas unique. Les autres héros à l'époque aussi n'arrivaient pas à échanger avec ceux de cet univers. Alors ils ont changé de méthode. Plutôt que de faire venir des âmes, des héros venant d'un autre monde, ils ont préféré faire venir passer par un autre monde. Au lieu d'aller sur un autre monde vivant, ils sont allés autre monde des morts. Mais vu que c'est pas très éthique de ramener un mort à la vie, et surtout que cette fois-ci cela s'appliquerait aux gens de leur monde, ils ont décidé que ceux qui reviendraient du royaume des morts pour se battre éternellement contre les féeries seraient en fait les pires criminels de l'humanité. Vous vous en doutez, c'est ce qui aboutit finalement à l'unité des héros condamnés. Je tiens juste à préciser que la déesse n'a rien à voir avec le saut au niveau de leur cou. Elle, son pouvoir, c'est juste de permettre le passage entre deux mondes en arrachant leur âme du royaume des morts et en le mettant dans le corps d'un autre ou dans leur propre corps, ce qui petit à petit détruit la mémoire et la conscience de celui qui subit ce sort. Le cas le plus connu est notre bon gars Tatsuya. Même si son passé n'a pas encore été révélé, sans doute ne pas s'être abonné à la chaîne. Tiens, vous en dites quoi? Niveau compétences, il fait aussi partie de l'avant-garde. Et vu qu'un perso de isekai, ça reste cheaté, il a tout. Force physique incroyable. Il est quand même plus fort que Xylo. Vitesse aussi incalculable. Il bute tout, humain comme féerie. Pour ça qu'il est en permanence gardé à l'écart et qu'on ne le lâche que sur les champs de bataille. Bon, enfin bref, comment faire après un personnage venu d'un autre monde? Ah, je sais, on nous ramène l'escroc de la bande. Je tiens juste à préciser que cet escroc a failli sauver le monde à lui tout seul, sans le faire exprès en plus. Faites attention à vos assurances, car venez Team Léopold arrive. Alors lui, on rentre enfin dans du concret. Avant même d'avoir été capturé, il aura essayé de vendre le château royal à un cirque, non pas une, mais bel et bien 3 fois. Vous pensez que je dirais le 2, hein? Le pire, c'est qu'à chacune de ces arnaques, les gens étaient prêts à payer. Vous l'aurez compris, Venetim, c'est l'archétype du mec pas très puissant. Non, en fait, les gars, physiquement parlant, c'est un humain normal. Mais je dirais que dans le groupe des héros condamnés, c'est le seul qui est à 100% normal. Tellement qu'il en est marrant quand même. Du côté de la raison pour laquelle il est devenu héros condamné, officiellement, c'était pas du tout ce que vous pensez. Bah, dites-vous que la raison pour laquelle il a été condamné, c'est
parce que pour une fois, il avait dit la vérité. Avec son introduction, vous comprenez bien que Venetim est un grand menteur. Sauf que cette fois-là, il n'avait pas fait exprès. Bon, je vous refais le contexte. Venetim travaillait pour un journal et les patrons de ce journal voulaient un titre qui puisse apporter des vues. Plus que ma dernière vidéo, c'est déjà bien ça, hein, Venetim. Alors le gars s'est mis en tête d'écrire une histoire saugrenue que même lui ne croyait pas, disant qu'il y avait des féeries et des rois démons au contrôle de la population humaine, qu'ils avaient des hauts placés dans l'armée, dans le temple. En gros, que les méchants étaient déjà dans le gouvernement. Et bah, manque de vol pour notre ami Venetim, mais il avait vu juste, enfin, il ne le savait pas. Et les méchants en question ont décidé de le faire taire parce qu'ils pensaient que Venetim était un espion et qu'il essayait de rendre la vérité publique. Mais alors, qui sont ces méchants? Il s'agit juste des coexistants. C'est juste un groupe de partisans pour les rois démons qui pensent que l'humanité doit se soumettre à la régence des féeries et rois démons et que les humains qui aideront à ce nouveau monde seront les dirigeants aux côtés des féeries. Vous vous en doutez bien, parmi eux, il y a des nobles, des hauts placés de l'armée, des hauts placés du temple et tout le gratin. Des types qu'on adore détester dans les mondes fantastiques. Rendez-vous compte que le fameux régiment 7110 qui a soi-disant demandé à Zylo de partir en mission, la mission qui a été fatale pour Senerva, bah, c'était un coup des coexistants aussi. Sérieusement, les gars ont même donné des armes à des féeries, envoyé des hommes prendre d'assaut des châteaux aux côtés de féeries. Bref, ils ont fait tellement de dingueries que ça vaudrait une autre de mes vidéos. Et si vous voulez que je parle plus en profondeur de cette organisation, écrivez-le moi dans les commentaires. Bon, du côté de Venetim, il a quelle capacité? Au combat, on va pas se dire c'est un zéro pointé. Mais vu que le reste des héros condamnés sont plus ou moins tous des surexcités et que Venetim est le seul humain un peu sain de conscience, c'est lui qui se charge de négocier avec les chevaliers sacrés. À plusieurs moments dans la saison, on le voit servir d'intermédiaire et de stratège. Mais vu qu'il est faible, c'est aussi le défouloir de Zylo qui à chaque fois qu'une stratégie ne le plaît pas, le prend par le col. Alors que le pauvre, il n'a rien fait. Il ne fait que servir d'intermédiaire entre la forteresse de Galtuil et l'unité des héros. Bon, du courage pour notre pote Venetim. Pour ceux qui pensaient que je blaguais quand je disais qu'il était le seul à être plus ou moins normal au sein de l'unité des héros, bah c'est que vous ne connaissez pas encore Xav. Non, cette fois-ci c'est juste Xav. Et pour compenser, il a un titre, le cannibale de la secte Gwen Moussa. Oui, pour ceux qui ont entendu, j'ai bien dit cannibale. Juste pour info, on sait juste de Xav que c'est un orphelin recueilli par une secte qu'il a formé en tant qu'assassin, mais ses compétences étaient tellement élevées qu'il voyait en lui une sorte de messie. Même si on ne parle pas plus en détail de cette secte, on sait juste que tous ces assassins mangent de la chair humaine. Donc Xav, qui a tué 12 personnes, son plus gros défaut, c'est son honnêteté, et qui parle beaucoup. Non, vraiment beaucoup trop. Et tout le temps qu'il ouvre, c'est souvent pour parler de la secte Gwen Moussa et rien d'autre généralement. Vis-à-vis de Zylo, il le considère comme son chef. Ils sont après tous les deux seuls membres de l'unité à avoir un titre. Xav, c'est le cannibale de la secte Gwen Moussa. Zylo est le tueur de déesses, mais on l'appellera aussi plus tard dans l'anime le faucon de tonnerre Zylo Forbas. Et pour ceux qui pensent que c'est un assassin lambda, dites-vous qu'il a tué un noble haut placé en faisant disparaître son corps devant ses gardes en plein milieu de son bureau en à peine une quarantaine de secondes. Et le gars, clairement, il dit tant que je sens que je peux tuer, alors je le fais. Et je m'en fous de la difficulté. Sans déconner, qui me l'a ramené celui-là? Son arme au sein de l'unité est un immense bâton de foudre. Il est tellement précis qu'on ne l'a jamais vu rater sa cible, pas une seule fois. En gros, quand il y a baston, vaut mieux être du côté de Xav. Bon, voilà, on a eu notre pote cannibale. Passons maintenant à notre pote Jace le zoophile. Enfin, le dragonphile, accompagné de l'une des meufs les plus fraîches de la Nili. Et ouais, c'est un dragon, mais n'osez pas dire le contraire devant ce type. Il s'appelle Jace. C'est le draconnier de notre unité. Ce crétin cultivait des plantes illicites pour les dragons, et il en a fait un commerce. Il a eu droit à la sentence du héros pour ça? Et parce qu'il s'est rebellé, il s'est insurgé contre l'armée pour obtenir la libération des dragons. N'importe qui aurait été coffré en une journée. Mais Jace vient d'une famille de nobles et les dragons l'adorent. Ça a pris beaucoup d'ampleur. L'événement a même été baptisé l'insurrection de Jace. La cour a-t-elle rendu son jugement? Comme vous venez de l'entendre, ce type est fou des dragons. Et je tiens juste à préciser que les herbes illicites pour dragons que Jace cultivait, il les fait toujours circuler. Ça s'appelle le souffle du dragon. Étonnamment, c'est une came qui est très bien reçue par la population. C'est l'un des seuls héros condamnés qui continue dans ses travers même après son arrestation. Il est le rival de Zylo en termes de meurtre de roi démon. Lui et Nili en ont abattu 3 et c'est pas rien. Il prend Théorita pour une gamine et ça lui arrive parfois d'être en mauvais terme avec Nili quand elle lui voit traîner autour d'une autre dragonne. Qu'en dites-vous, ma chère Théorita? Décidément, les héros sont vraiment des personnalités à part. Dernier fait intéressant à noter, il respecte énormément Dota, car avant de s'être fait condamner, il a nourri un dragon affamé avec son propre bras. Quelque chose que Jace lui-même dit ne pas avoir le courage de faire. Et oui, ce petit peureux de Dota a fait quelque chose de très courageux. Mais pourquoi? Alors là, j'appelle sur le banc des accusés
Pèse sur vous plus de 1000 chefs d'accusation. Oui. Merci maître. Avec plus de 1000 chefs d'accusation, il a été condamné pour avoir volé un dragon. C'est tout. Bon, mettons le contexte. Vous l'aurez remarqué, Dota a les mêmes baladeuses. Non, je rigole. Le gars a clairement volé un cercueil de déesse dès l'épisode 1. Mais vu que le gars est protégé par le scénario, même Zylo est obligé de reconnaître que ses petits défauts de voleur valent quand même le coup. Juste pour info, ne le laissez pas rentrer chez vous. Même si la version officielle dit qu'il a volé un dragon, Dota dit que le dragon c'était pour permettre au prince héritier du royaume fédéré de s'enfuir. Car d'après ses dires, ce petit garçon en pleurs ne reconnaissait plus son père. Dota lui-même met la cour en garde contre les agissements du chancelier du royaume. Quoique si Dota venait de notre monde, il saurait que c'est toujours le chancelier le méchant. Bref, on ne sait rien de la relation qu'il entretenait avec ce prince, ni de son passé au sein de la capitale. Juste qu'il a été capturé avant de s'en aller avec le prince, en laissant son bras dans le ventre du dragon, qui était censé les aider à s'enfuir. Bon, au sein de l'unité des héros, Dota n'est pas vraiment doué au combat, même s'il est un très bon utilisateur de bâton de foudre. C'est plus un agent de renseignement et le petit chabardeur du groupe. Il sait aussi crocheter les serrures. Je vous le répète, ne l'invitez même pas dans votre parcelle. Avec Vénétine, ce sont plus ou moins les deux peureaux du groupe, même si Dota est plus courageux, mais il est clairement l'un des rares saints d'esprit dans cette unité, malgré le fait qu'il soit mort plusieurs fois. Petite info bonus que les vrais auront remarqué dans le passé de Dota, c'est qu'il avait déjà un bras en moins avant de mourir et d'être réinvoqué en tant que héros condamné. Car oui, tous les héros condamnés sont déjà morts au moins une fois et leur âme a été renvoyée dans leur corps d'origine grâce au pouvoir de la première déesse. Mais il semblerait qu'il existe une autre déesse capable de réparer les corps, car Norgal a perdu une jambe qui lui a été redonnée 4 épisodes plus tard et Dota avait perdu son bras qu'il retrouva après être devenu héros condamné. Alors là, on passe dans du très très lourd. Après toutes les énergumènes que je vous ai présentées durant cette vidéo, dites-vous que lui est sans doute la plus grande incohérence de toute cette œuvre. Tellement je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Rhino. J'ai l'honneur d'occuper le poste d'artilleur au sein de l'unité des héros 9004. On peut dire que je suis le partenaire de ce cher Zylo. Vous avez entendu notre nouveau camarade. Bref, c'est le communiste du groupe. Mais pour ceux qui sont allés jusqu'à la fin de la saison, ils savent très bien quel est le plot twist autour de ce personnage. Ce type est un héros volontaire. Il n'a commis aucun crime chez les humains, mais a de son propre chef décide de devenir un héros. Attendez, j'ai dit qu'il n'avait aucun crime chez les humains. Mais est-il humain? On l'apprend vers la fin de cette saison que Rhino est en fait un roi démon. Le fléau Puck-Puka. C'est vraiment un nom de merde, mais c'est celui du Goat Rhino. Enfin, du fléau qui est à l'intérieur de lui. Juste pour dire que si ce fléau possède bel et bien le corps de Rhino, c'est que le véritable Rhino est mort. Et que celui qui s'est porté volontaire pour devenir héros, c'est le fléau lui-même. Bon, au niveau de son crime, je vous l'ai dit, ce type n'est pas humain. Donc, son crime est un peu particulier, vu que ce qu'il fait plaisir à lui, c'est de tuer ses semblables, les féeries, ainsi que les rois démons. C'est même lui qui tue Spriggan, scène qui souligne son sadisme irréprochable vis-à-vis du meurtre de ses congénères. Norgal dit l'avoir même vu ramener une féerie au camp pour la démembrer petit à petit à de nombreuses reprises. Cependant, ne vous détrompez pas. Rhino, donc le fléau, ne dit pas comprendre pourquoi les humains qualifient le meurtrier de ses congénères comme lui de héros. De plus, là où Zylo et Theorita font en sorte d'épargner les civils lors de leur affrontement, Rhino a déjà à de nombreuses reprises bombardé des logements de civils. Mis à part Theorita, il appelle tous les autres membres de l'unité des héros camarades. Personne ne sait que c'est un roi démon, pas même Theorita qui est pourtant censé être sensible à leur présence. Zylo déteste sa manière de faire, même si Puck-Puka considère Zylo comme son partenaire. Il a l'air de tout aussi bien s'entendre avec Theorita, même si elle le trouve un peu bizarre. Son exploit le plus fort, c'est d'avoir réussi à se faire envoyer en prison alors qu'il est déjà un héros condamné. Du coup, il rejoint le trio des fous du bus avec Tatsuya et Norgal, et peut-être aussi l'autre fou de la chaîne. Bref, niveau compétence, c'est l'artilleur du groupe. Il reste généralement à l'arrière et porte une armure capable d'envoyer des obus à de très longues distances. Cette armure étant lourde, elle est tout aussi capable de déployer un bouclier de protection face aux autres artilleurs. On sait aussi que l'armure de Rhino est un ancien modèle et que face à un autre artilleur professionnel, ce dernier a été surpris par la puissance du canon de Rhino. On arrive enfin à notre dernière surprise de la saison. Car si du premier au 12e épisode, on nous montrait comment Theorita avait en partie sauvé Zylo, le faisant prendre ce qu'il désire réellement, il trouve une forme de rédemption grâce à elle et en combattant les féeries à ses côtés. Paradoxalement, durant toute cette saison, on a introduit le personnage de Patoché Kivia, qui était comme Zylo avant la mort de Senerva. Cependant, en côtoyant
les héros condamnés au fil des épisodes et en faisant face aux coexistants, elle comprit que tout n'était pas qu'une simple question d'honneur. Elle a déjà eu toute une vidéo entière dédiée aux circonstances de sa condamnation. Mais ce que j'ai volontairement oublié de mettre dans cette vidéo, ce sont les informations sur la première déesse. Pour la faire courte, après avoir tué l'archevêque Marlène, son oncle bien-aimé, mais qui était en fait un des membres des coexistants, qui vient à finir en tôle. Et personne ne l'a cru quand elle a dit qu'elle a en fait tué un membre des coexistants. C'est là qu'elle fait la rencontre du commandant du 12e ordre, qui est aussi celui qui a condamné Xav à la sauteuse du héros, accompagné de la 12e déesse Enfié, qui a le pouvoir de faire apparaître des livres contenant les informations et les souvenirs de toute personne qu'elle le désire. Et c'est là qu'on nous révèle que la première déesse, cette même déesse qui a le pouvoir d'invoquer les héros et de ramener leur âme du royaume des morts, n'a pas un pouvoir absolu, et que pour arracher une âme au royaume des morts, elle a besoin de se souvenir de cette personne et de la vie qu'elle a menée. Sinon, l'invoquer pourrait petit à petit finir comme Tatsuya. Du coup, cette première déesse se force chaque jour à se souvenir de chacun des héros et de la vie qu'ils ont menée. Il ne lui reste plus donc que la force que pour se souvenir d'une seule personne. Ce qui veut dire qu'après elle, il ne pourra plus y avoir de héros condamnés, sauf si l'un de ceux que j'ai cités dans cette vidéo devait mourir sans être ressuscité. Bon, du coup, elle vaut quoi? Ancienne commandante du 13e ordre, c'est une épéiste incroyable. Elle n'est pas au même niveau que Zylo, mais est clairement au-dessus de Xav. Elle brandit sa lame pour des inconnus, comportement que l'on peut alors qualifier d'héroïque. Et au vu de toutes les menaces qu'il y a au sein du royaume fédéré et de l'influence grandissante des coexistants, elle fait donc partie du dernier espoir de l'humanité. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Eh ben, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une aussi longue. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont pu la suivre jusqu'ici et ceux qui ont pu découvrir l'anime à travers cette vidéo. Je vous invite à aller regarder les shorts en description pour en apprendre plus sur cet univers incroyable. Quant à moi et à l'autre cinglé, nous préparons encore pour plus vous régaler sur cette chaîne d'autres vidéos incroyables comme celle-ci. Quant à moi, je vous laisse. Prenez soin de vous et de vos proches et à la prochaine fois.